T'as combien d'enfants aujourd'hui, toi ? 3. Et t'as eu une Officiel. différence. Ça doit faire moins rire en régie, là, non ? Il y a ta femme qui a tapé dans le... Ma femme. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, c'est Didier Bourdon. Il vient à l'occasion de la sortie du film 4-0, avec Caris, notamment, dedans. Plein de comédiens. C'est la suite de 3-0, qui a été réalisée par Fabien Antoniente. Il va venir nous en parler. Merci d'être là de plus en plus nombreux. Continuez de vous abonner. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Prenez 2 secondes pour cliquer, si vous voulez bien la liker, et mettre un petit commentaire aussi. Ça aide vraiment sur le référencement. Pareil pour les podcasts audio, à mettre 5 étoiles quand vous nous écoutez sur les plateformes d'écoute comme Spotify, comme Deezer, comme Google Podcast ou Apple Podcast. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux à être là. Ça nous fait vraiment très plaisir, à toute l'équipe aussi. Et c'est parti avec Didier Bourdon sur Légende. On y va. Bonjour, c'est Didier Bourdon sur Légende. Voilà, bienvenue Didier. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui vous a fait le gag ? Ah, non. Si, c'est possible. C'est qui Je serais... Je l'ai pas fait pour ça. Je l'ai pas fait pour ça. Ça va, t'es en forme, mais t'as un petit rhume là J'ai eu une grosse crève qui a l'air de se terminer, Dieu merci. Comment on fait ? Tiens, c'est une bonne question. Quand on est sur scène, quand on est dans un film, quand on est très malade, il y a des jours où on a une vraie crève, on a 42 fièvres, comment on fait ? Alors, quand si on peut tourner, on le fait. Parfois, au théâtre, c'est même un remède, parce que ça m'est arrivé, ça arrivé à beaucoup de gens, bien sûr, d'aller malade sur scène. Et quand on sort, après, comme on a transpiré, qu'on a joué, on se sent mieux. Ça peut arriver. Ça m'est arrivé aussi d'être très enrhumé, et ça peut être gênant, parce que ça peut être un problème de raccord. Si 2 secondes avant, la veille, tu parlais comme ça, et le lendemain, regarde, ça va. Ça peut faire un truc bizarre sur scène. Et ça m'est arrivé dans Le Paris avec Bernard Campan, dans une scène où j'étais très enrhumé, j'avais une voix de canard. Mais ça tombait bien, parce que c'était une scène où on dormait chez Las Palès, qui était le fou qui fume en déguisant en bonne femme, pour ceux qui se rappellent le film. Et ça tombait bien, parce qu'il faisait froid dans cette chambre. Et je disais, c'est tout à fait crédible que mon personnage ait pris froid pendant la nuit. Avec la carrière que tu as eue, tu as fait plein de choses. De quoi on te parle ? J'ai demandé ça à Danny Boone ou à Cadmeral, qui disait c'est toujours le 1 bilout des années après. Et toi, avec Les Inconnus, avec tous les films que tu as fait après Solo, on te parle de quoi ? Le plus ? C'est très très varié, c'est vrai. Parce que tu as fait tellement de choses. Bah, ça peut être une femme qui me dit je m'appelle Ingrid, merci. Hein. Est-ce que tu baises ? Bon, tu vois, ça peut être sans patate. C'est beaucoup en référence aux Inconnus. Hein. Ouais, t'as encore, c'est fou. Hein. Ça a tellement marqué. Toshiba, selon ce qu'ils aiment, quoi. Ah oui, cela ne nous regarde pas. Enfin, oui, c'est vrai qu'il y a t'as des petits punchlines de l'époque qui reviennent. Oui. Bah, c'est-à-dire qu'il y a plein d'internautes jeunes qui remettent d'actualité des trucs sur TikTok, etc., qui montent, qui font des petits montages sur les sketchs. Et c'est mes filles qui sont... Ah papa, on t'a vu là-dedans. Ah papa, tiens, regarde ça là-dedans. C'est sympa, donc ça reste vivant, quoi. C'est plutôt touchant pour nous. Ils regardent ce que tu fais, les interviews, tu sais qu'ils vont regarder Non, les interviews peut-être pas. Mais ils tombent sur TikTok, c'est leur monde. Hein. Et quand ils tombent sur leur père, c'est vrai que ça leur fait plaisir, ça. Non, je pense que le reste... Si les sketchs, ils commencent à les regarder. Il y en a une qui va avoir 18 ans bientôt, l'autre 14, et commence à être... Voilà. Là, tu viens pour 4-0. C'est un film de Fabien Antoniente qui avait fait à l'époque les campings, il a fait plein de choses. Et 3-0. C'est la suite. Est-ce que ceux qui n'ont pas vu 3-0, ils peuvent aller voir 4-0 ? Oui, complètement. Il y a un journaliste de l'équipe qui m'a dit comment ça s'est passé pour entrer dans le film après une suite. C'est une suite, certes, mais c'est quand même 20 ans après, je crois. Donc c'est vraiment, oui, ceux qui n'ont pas vu 3-0 peuvent voir 4-0 sans problème, sans avoir forcément les refs, comme on dit. Ah, je reprends les mots. Il veut pas être boomer. Pour ses filles sur TikTok. J'ai 2 filles, alors je connais les mots. Hein. T'es boomer pour tes filles, ils te font des remarques sur papa, ça se dit plus. Non, arrête de dire ça. Oui, mais par contre, une fois, j'ai dit ramène ta fraise, et elle me dit quoi, tu connais cette expression ? Ah, je crois que même quand j'étais né, ça faisait depuis longtemps. C'est ça qui est drôle. Ramène ta fraise, je crois que ça date d'Henri IV. Hein. T'avais vu le premier film, tu l'avais vu 3-0 ? Oui, bien sûr. Quand on va sur une suite comme avec ça... Laurent Deutsch, à l'époque, Laurent Deutsch avec qui j'ai travaillé, qui était un très bon footballeur jeune. Il a failli faire une carrière de footballeur, d'ailleurs. Laurent Et là, Deutsch. il y a un vrai footballeur aussi. Gros fan d'histoire, Laurent Deutsch. Qu'est-ce qu'on se marre avec lui. On est en train de préparer une émission avec lui, d'ailleurs. Ce truc, cette pierre. C'est la pierre où Philippe II a déposé un écu. Il a pissé de rire. Voilà. Il est passionnant, ce mec. Ah ouais, il est adorable. Et puis...
Il est nature. Il a un facteur sympathie, donc même si c'est un peu alambiqué ce qu'il dit, on a envie de l'écouter, quoi. Il a une empathie, d'ailleurs, il cartonne, hein, avec son truc du métro. Métronome. Ouais, ça a été un carton, moi, ma mère. 2 millions de. Il l'a livres. signé, elle était contente. Ah ouais. Il l'a dédicacé, ouais. Et comment tu joues un personnage qui a des origines différentes? Il y a plein de choses. À un moment donné, dans le film, tu te mets à jouer un Belge, tu te mets à jouer machin. Tu t'entraînes devant la glace. Comment ça se prépare un rôle au Alors, j'ai cinéma? travaillé pendant des années avec, comment il s'appelle? Les Inconnus. Et les Inconnus, si tu veux... bon, après, déjà avant les Inconnus, mon père travaillait à l'EDF, donc j'ai grandi au Pays Basque. J'ai grandi en Alsace et après Saint-Germain-en-Laye. Donc c'est déjà 3... Tu vois, il y a le Pays Basque, oui, un peu la culture du terrain. On n'oublie pas les fondamentaux. Après l'Alsace, comment fais-tu? Avec la... Pourquoi, tu vois, les pompes funèbres en PF sur le truc, ça veut dire pont voyage. Bon, voilà, tu vois, j'ai vécu. Et après Saint-Germain-en-Laye, c'est plutôt Auteuil-Passy. C'est plutôt. Voilà. Salut, ça va? C'est toi qui avais fait les musiques? Les musiques, beaucoup, oui. Il y en a plein qui ne le savaient pas, ça. J'ai un peu parlé à l'équipe. Non, mais il y a surtout, tous les alors, ce âges. qu'on me dit, souvent, mais j'en profite parce que c'est une émission un peu originale pour ça, c'est que les gens disent, mais t'as déjà réalisé des films? J'ai dit, et c'est marrant, je sais pas pourquoi. C'est peut-être comme on était un groupe, ils pensaient que c'était peut-être quelqu'un qui réalisait pour nous, mais les 3 frères, c'est moi et Bernard, le Paris, 7 ans de mariage avec Catherine Fro. Enfin, c'est très étonnant. Pour ça, je profite pour le dire parce que le nombre de gens qui, encore une fois, là, sur le tournage que je fais en Belgique, je connais bien les regards, caméras, je dis bon les fois, dis non, tu t'y connais bien, t'as déjà réalisé? Ben ouais, quand même beaucoup. Sans parler des Inconnus. Alors là, on réalisait pas, mais on était très liés avec Policino, entre autres, pour monter les sketchs, par exemple. Quand tu joues dans des films, c'est pas toi qui réalise, comme là, Fabien Antoniente. Est-ce que tu vas les voir et tu leur dis, tiens, là, je pense que ce serait plus drôle. Comment ça se passe? Est-ce qu'un comédien propose aussi Oh, j'ai assez de comment dirais-je... d'emmerde? Non. Non, assez de... En général, quand je travaille avec un metteur en scène ou une metteur en scène, j'ai travaillé beaucoup avec des femmes et c'est plutôt agréable. Il y a toujours, en amont, une relation qui fait que de temps en temps, s'il y a un truc qui va pas, je lui dis. Je le fais rarement, donc quand je le fais, la personne m'écoute. Il y a peut-être un mot, peut-être qui peut m'embêter, ou parce que j'aime bien être assez fidèle à ce qui est écrit. C'est un challenge qui me plaît bien, que j'ai connu au conservatoire, où quand t'apprends du Molière ou du Racine, t'as intérêt de... Tu peux pas trop wesh inventer, quand même. C'est ton autre passion, la musique, vraiment? J'ai failli être musicien avant d'être acteur. Ouais. C'était en quelle année cet album que j'ai dans la main? Je crois que c'est il y a 2 ou 3 ans, parce que en fait je voulais le faire, et puis le Covid, hélas, dans le bon côté du Covid, on va dire, m'a permis d'avoir du temps devant moi d'un seul coup, et je me suis dit, allez, c'est maintenant ou jamais. Parce que là, j'aimerais bien écrire le 2e album, c'est maintenant qu'il faut le faire, mais je suis quand même très sollicité, je veux pas me plaindre. Et ça, à un moment donné, il va falloir que je me prenne un laps de temps X pour me pencher dessus. Parce que c'est un plaisir, c'est un kiff. Tu tournes combien de films cette année, par exemple? Un peu trop. Mais c'est pas de ma faute, c'est parce que comme il y a eu Cocorico, comme il y a eu Chasse gardée qui ont fait des gros succès, et les années après, ils veulent faire une suite. Alors, et comme je sais que les équipes sont très sérieuses, je n'ai pas lu encore les scénarios, mais je sens que ça va être qualité, et puis je dis, allez, on va y aller, vraiment, c'est... Tu fais quoi, 3-4 films par an, sinon? Plus? Non, ça dépend. Il y a 3 ans, je fais un film seulement parce que rien ne me séduisait. Mais là, il y a quand même des propositions de plus en plus alléchantes en comédie ou des choses un peu différentes, donc ça me plaît. Mais il faut. Après, j'adore travailler, hein, j'avoue. Je suis comme beaucoup d'artistes, peut-être de gens en général. C'est ta passion? Non, si même on peut pas. On peut broyer du noir. J'aime bien bosser. Ah oui, ça occupe l'esprit. Ça c'est marrant, mais il y a beaucoup de ça aussi dans le métier. Hein. Nous, là, j'ai 65 ans, je pourrais être à la retraite. Et d'ailleurs, les gens qui sont à la retraite ont peur de ça, de ce moment-là, de cette bascule. J'ai un parrain, d'ailleurs, qui l'a mal vécu, qui est mort assez jeune. Pas que à cause de ça, mais un petit peu. De continuer de bosser? C'est-à-dire qu'il est retourné là où il était persona grata, puis c'est « Bonjour, monsieur Ournac », qui s'appelait Ournac. Mais il sentait que c'était pas pareil. Comme Chirac, une fois, qui avait dit j'ai senti que j'étais plus président la fois où on m'a fait attendre au téléphone. Oui, monsieur Chirac, attends, voilà. Ah. Ouais. Mais c'est des petits signes, tu sais. Ouais, tu vois que c'est moi. Oui, alors que quand il était président, c'est monsieur Chirac. Ouais, c'est des petits trucs comme ça. Donc, mon père, qui n'est plus de ce monde, hélas, mais lui, il avait bien préparé sa retraite. Il s'occupait de... Mon père était un mec assez extraordinaire là-dessus. Il s'occupait de faire apprendre les langues étrangères, le français à des personnes étrangères. Enfin, il était très... et c'est très important. Et j'ai mon beau-père qui est pas tout jeune. Et alors lui aussi, il vit au Canada, mais il est d'origine haïtienne.
Je peux vous dire qu'il écoute la radio haïtienne tous les jours, il est diacre aussi un peu, et il s'occupe énormément, c'est très important. Parce que si on s'occupe pas... Vous savez, il y a Même une le pub, cerveau, je pense qu'il se ramollit. Hein. Ah oui, Ça, et puis on peut broyer du noir. Il y avait une pub qui était extraordinaire sur les personnes âgées, il y a une petite dame qui venait le marché le matin, hop, et elle rentrait, elle s'asseyait, et il y a écrit 9h10 du matin, fin de la journée. Elle était terrible cette pub. Bah ouais, parce que... On a reçu Gérard Darmon dans l'émission qui nous disait, il a 76 ans, il est né en 48, et il me disait, mais moi je veux pas m'arrêter, je m'amuse, je m'éclate, je veux mourir en faisant ce métier. Ah bah nous on a tourné un film ensemble l'année dernière, parfois dans la froidure du Finistère, il est en pleine forme. Hein, Après il est né un 29 février, donc il a peut-être 76 divisé par 4. Mais c'est vrai, il est né un 29 février. Dans sa tête, oui, je vous le dis tout de suite. Je savais pas, j'ai pas fait gaffe. Oui, il est né un 29 février. Putain, c'est incroyable. Mais là, ça marche pas comme ça. Mais bon, mais dans sa tête, je crois il est très, très jeune d'esprit. Il fête tous les. Non mais tu fêtes quand on fête ton anniversaire quand t'es 29 février? Tu fêtes le 28 ou le 1er mars? Ça, je crois que je lui ai demandé, mais je crois qu'il m'a pas répondu. Non, je sais pas. J'ai dû lui demander, hein, parce que... Toi, t'es né le 20. Alors. Pareil, alors moi, chez moi, j'ai un problème. Ta date de naissance. J'ai 2 dates. Je vais te dire ce qui a marqué sur Internet, tu vas dire si c'est vrai, mais il y a marqué que t'es né le 22 janvier, en 59 à Alger, mais que ça a été déclaré le lendemain seulement. C'est mon père, je sais pas pourquoi il a dû oublier, il m'a déclaré le lendemain. Donc c'est très sympa pour moi, parce que sur les radios, on me fête l'anniversaire 2 fois. Il y en a qui sont au courant du 22, d'autres le 23. C'est fou. Et après, c'est à 3 ans, tu vas venir en France. Oui. Tu vas pas rester très longtemps là-bas, c'est en 62. T'as des souvenirs de ton enfance en Algérie ou pas trop? Non, pas trop. Avant 3 ans, tu te rappelles pas trop. Après, je mélange parce que j'avais ma famille qui devait parler de ça. Mais en plus, moi, j'ai deux enfances très, très colorées là aussi. Parce que on parlait de Pascal Légitimus tout à l'heure, et de Pointe-à-Pitre. En fait, il se trouve que le père de Pascal est né à Paris et le mien à Pointe-à-Pitre. Donc c'était souvent des questions à l'époque des inconnus, et les gens disaient ah ben non, c'est Céline Pascal, ben non. Et donc mon père est venu en Algérie aussi assez jeune, mais il y avait toute sa famille, beaucoup de femmes qui avaient l'accent antillais et tout. Et donc j'ai grandi entouré en France, hein, bien sûr, de gens qui étaient pieds noirs entre guillemets, et puis les autres un peu toujours avec l'esprit des Antilles et la culture. Donc j'ai grandi entre l'anisette et le rhum, quoi. Ça m'a bien plu. À 8 ans, tu vas commencer à t'intéresser au théâtre. Tu vas monter ta très première. Jeune, oui, ça c'est vrai. Je l'avoue que c'est surprenant, mais c'est un désir qui vient d'où, je sais pas. Mais beaucoup d'artistes, hein, vous le diront. Que c'est vraiment très jeune qu'ils ont trouvé ça. Ah, moi j'avais envie de ça, très très jeune. Après, je savais pas très bien s'ils allaient faire que du théâtre, de la télé, bien sûr, mais ah oui, j'aimais ça depuis toujours. Enfin, 8 ans. Tu vas faire ta première pièce à 11 ans. Oui. Ça ressemble à quoi une pièce d'un jeune de 11 ans? Tu te rappelles ou pas? Je me rappelle pas. Mais... Si, je me rappelle, c'était Les Boulingrins de Courteline. Et c'était dans une maison d'un copain à moi de Mulhouse, où il y avait un petit théâtre en haut, une maison un peu étrange, parce que je me souviens, je m'étais trompé d'étage, j'avais ouvert, il y avait le père qui était sur un piano à queue. Ah non, c'est là où... Et c'était super. Un truc que j'aimais beaucoup, je faisais référence... l'autre fois avec un acteur avec qui je tourne, qui s'appelle Romain Cottard, qui est très sympa, qui fait beaucoup de théâtre, lui aussi. Et il est déjà la couleur des projos derrière, un petit bleu pour faire la nuit, un rouge pour faire un incendie. Déjà, ça fait rêver, quoi. D'où ça vient, je sais pas. C'est ça qui est marrant. C'est pour ça que mes enfants, je les laisse découvrir leur passion, parce que ça n'a pas été facile toujours. Est-ce qu'il faut les brider ou est-ce qu'il faut les... Non, c'est un entre-deux, je pense. Mon père, c'est ce qu'il m'a dit, hein. Il m'a dit, il était un peu contraire, il me dit, si tu fais la rue Blanche conservatoire, je veux bien, mais sinon, non. Parce que rue Blanche, c'était en 76, tu avais 17 ans, c'est ça à l'époque. Tu rentres au conservatoire rue Blanche, donc c'est à Paris. C'était à la rue Blanche, aujourd'hui ça ne l'est plus, hein. C'est à Lyon maintenant. Et il y a un prof qui te dit, vous n'êtes pas fait pour le comique, vous êtes trop ténébreux. Non, ça c'était... comment il s'appelle? Pierre Mondy qui m'avait dit ça. Et Pierre Mondy, que j'ai retrouvé quelques années après pour faire La Cage aux Folles, qui devait faire une mise en scène. Mais non, il était très sincère, parce que j'étais très timide, et j'étais un peu un brin ténébreux, comme ça, et je lui ai dit comme ça, il m'a dit, ah, c'est pour une comédie, je sais pas si c'est bien pour vous. Cela dit, au conservatoire, je faisais des rôles très noirs, hein. J'aimais ça aussi. Mais la comédie, c'était une comédie au départ très british, on va dire, parce que j'aimais beaucoup les Monty Python et tout, donc c'était un peu à l'anglaise. Ouais, à l'anglaise. Et après, je me suis un peu plus ouvert pour des personnages un peu plus colorés, on va dire. Mais j'aimais bien tout ce qui était... D'ailleurs, pour ma sortie de conservatoire, j'avais pris une pièce de Pinter, et Pinter est beaucoup plus drôle qu'on ne le pense, et Pinter lui-même le disait d'ailleurs. Et j'aime bien ce côté un peu double sens, un peu absurde.
Et pour la comédie, t'as joué beaucoup de comédies, peu de rôles sombres, hein, finalement. Bah, alors que j'en ai joué pas mal. C'est difficile à jouer, hein, les comédies. Ouais. Ah ouais. C'est pareil. Il y en a qui disent que l'humour, c'est même encore plus dur que l'émotion. Ouais. Il y a un grand auteur anglais, Sir, je sais pas comment il s'appelle, je devrais le trouver le nom, qui une fois a dit un truc qui m'a bien plu, parce que il a dit, un mec très british, il dit, pour faire des films dramatiques, il faut des bons acteurs. Pour faire des bonnes comédies, il faut des grands acteurs. Et je crois que la différence, parce que j'ai 65 ans, je me jette pas des fleurs du tout, parce que je suis loin d'être le seul et tout, mais je fais partie d'une famille où aujourd'hui, en plus, il y en a un qui nous a quittés, hein, Michel Blanc, je sais pas si on peut en parler, mais... Si, on peut. Mais je crois qu'il faut avoir une dose de souffrance enfouie pour faire rire. Ce métier pour faire rire. Ouais, pour être un peu au-dessus, oui. Je pense. Je pense qu'il faut avoir ce fardeau qui devient une qualité. Parce que pour faire rire, faut vraiment le rire profond, faut avoir des problèmes à régler. C'est marrant, ça revient souvent aussi. Ça. Mais bien sûr. Souvent, c'est à l'enfance, il y a un besoin. Bah oui, je sais pas d'où ça vient. Un besoin d'être aimé, un besoin de reconnaissance. Ah oui, de reconnaissance. Et puis aussi surtout, je pense, enfin, ce qui me concerne beaucoup, de faire des pirouettes avec la vie. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aussi aimé tourner avec Gérard Darmon, parce que j'aime pas qu'on prenne trop les choses au sérieux. Ça m'emmerde. Et parce que ça me rend triste, en fait. Oui, tu vas avoir une tendance à vite être triste, donc il faut des trucs qui te portent vers le haut. Oui, parce que si on réfléchit trop, après il y avait Gainsbourg qui disait 3 minutes de lucidité par jour, c'est déjà beaucoup. Voilà, et l'humour c'est bien, faire des pirouettes, c'est aussi une façon de ne pas se prendre au sérieux. Et puis le rire c'est vraiment quelque chose d'exutoire, mais c'est aussi très révolutionnaire. C'est pour ça que dans Le Monde d'Arrose, il veut couper le rire. Et dans toutes les dictatures et autres, on va pas parler de ça, mais le rire c'est pas très bien vu. Juste un petit aparté, Michel Blanc, tu le connaissais pas très bien? J'ai tourné avec lui il y a très longtemps, un homme charmant, mais je connaissais moins que Clavier, à qui j'ai tourné beaucoup, Balasco. Mais ça doit te faire toujours bizarre de voir des partenaires de jeu, même de l'époque. Oui, puis même, voilà, ça commence à se dire, ça y est, ça se rapproche, quoi, parce que Blanc, il est éternel pour nous, quoi, c'est comme ça. Ouais, 72 ans, et t'es pas vieux. Hein. Pas très vieux. Bon, après, c'est les problèmes cardiaques, ça peut arriver. Coluche, quand j'y pense, Coluche, putain. Ouais, il y en a plein. Et c'est vrai que quand on avance dans la vie, on voit des gens partir qui ont à peu près nos âges. Oui, c'est pour ça qu'il faut de l'humour. faut de l'humour. C'est génial, l'humour, pour ça. C'est une façon de... j'arrive pas à trouver les mots. Si, à sortir de... Non, d'être respectueux de la vie, en fait. C'est, voilà, on respecte, mais on peut en rire. T'es bon vivant, toi? Ah oui, j'ai un bon caractère. Je crois que je tiens ça de ma maman, d'ailleurs. C'est-à-dire, même dans les moments un peu tragiques, j'arrive après... Sur le moment, je vais être très noir, puis après, allez, hop, il y a une sorte de petit kiff qui revient très vite. Tu vas faire à 18 ans ton service militaire. Oui, monsieur. Mais pistonné, c'est toi qui le dis en interview. C'est-à-dire quoi, pistonné? Non, pistonné, oui, c'est vrai. Pas pistonné, pour ça que je parlais. Parce que j'avais eu la médaille de Saint-Germain-en-Laye, et c'était Michel Péricard, qui était un mec assez connu, parce qu'il avait fait de la télé, qui était maire de Saint-Germain-en-Laye. Et ma mère avait dit, oui, il va faire son service militaire. Moi, ça m'arrangeait quelque part, dans l'absolu, parce que j'étais rentré très très jeune au conservatoire, et de me dire que j'ai quitté le conservatoire à même pas 20 ans, je savais quand même que c'était un peu tôt. D'ailleurs, mon prof d'art dramatique de Saint-Germain-en-Laye me le disait. Et donc, service militaire, on me dit, tiens, ça va faire 1 an de maturité, pourquoi pas, mais j'aimerais pas faire trop l'Allemagne, ou tu vois, ou des trucs. Et donc, il a dû intervenir, et j'étais affecté à Maison-Lafitte, donc pas loin. Et j'ai fait du théâtre aussi là-bas. Et là, je me suis même lié d'amitié, notamment avec un garçon notamment qui s'appelle Joël Ponce, qui faisait la voix de Monsieur Marronnier dans Le Vintage 20. Putain, tu te rappelles de beaucoup de noms, hein, de l'époque. Lui, je suis resté en contact, il était déjà très très drôle à l'époque. Et dans Le Vintage 20, la voix de Marronnier est extraordinaire. Donc le service militaire, t'as pas grand souvenir? Oh, si, pas mal. Oh, si. Non, si. D'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure avec Vincent Duluc, là, je dis pas que c'est peut-être un peu trop long, mais il y avait un truc qui était bien, qui nous manque aujourd'hui, c'est la mixité sociale. Franchement. Où tout le monde est ensemble. Tu vois qu'il y a des gens intelligents dans tous les milieux sociaux, et tu as des cons dans tous les milieux sociaux aussi. Et de pas avoir d'a priori. Et c'est pour ça que je parlais de foot là-dessus, c'est que, il me parlait de Ribéry, qui est loin d'être un con, et oui. Un mec, pour aller arriver à ce niveau-là, c'est forcément qu'il est très intelligent. Avec sa façon, sa forme à lui. Et il y a des gens qui sont cons comme des balais. Si tu veux. Voilà. Et ça, le service militaire, ça t'apprend.
La franchise aussi, ça t'apprend. Il y a des gens faux. Quand je faisais du théâtre, j'avais 2 personnes. J'avais un adjudant qui était faux. Mais bien sûr, Didier, je vais te prêter mes soldats. Parce que le fait de faire du théâtre, il avait plus de liberté, plus de vacances, à condition qu'on joue 2 jours après notre sortie. Voilà, je m'en fous, 2 jours après, on gagnait 15 jours. Eh ben, il m'a fait des emmerdes. Alors qu'il y en avait un autre qui était Bourdon, c'est le capitaine Tiblé, d'ailleurs, je crois que sa fille était maquilleuse. J'ai repris d'ailleurs dans certains sketchs, il m'a dit, quand il a appris ça, ça le faisait chier. Mais bon, il a accepté, mais il m'a été franc, le mec. Il me dit, j'aimais Bourdon m'a déçu, rompé. Il m'a pas fait d'emmerde, tu vois. Mais je me souviens, le personnage, c'était vraiment le général américain, là, comment il s'appelle, Patton, c'est ça, un peu le genre. Mais tu vois, le mec viril, quoi. J'aimais beaucoup Bourdon, mais Bourdon m'a déçu. Allez, rompé. Mais le mec, au moins, franc. J'avais aussi un mec qui m'a dit, j'enlève le grade et on se bat. Parce que bon, je devais me disputer sur un truc. Et le mec, ça veut dire qu'on se bat, je dirais rien au supérieur. Ah oui, t'as le droit. Il y a plus de supérieur pendant 2 minutes. J'aime bien un truc, plutôt que le mec, bien sûr, on va faire derrière, puis après. Bon, bref. Et ça t'apprend beaucoup de choses sur la nature humaine. Mon père s'est fait des copains qu'il a encore aujourd'hui, à 75 ans, tu vois. Au service militaire, tu te fais des vrais potes qui sont différents. Oui, complètement différents. Mais parce que, moi, je me souviens d'un ch'ti, j'adorais, il était mécanicien, on était vraiment dans 2 mondes différents, et il faisait la batterie et on s'aimait beaucoup. Et puis des phrases qui te marquent. Je me levais très tôt, je pense 5h30 du matin. Je dis, ah putain, un jour, je dis, qu'est-ce qu'on se lève tôt et tout. Il y en a un autre qui s'appelait Oshkorn, je crois. Il me dit, oh bah moi, c'est les vacances, je suis pâtissier. Tu vois, ça te remet à ta place. C'est vrai. Et là, tu te dis, bon, il y a des métiers. Pour ça que, comme disait Gabin, notre métier est merveilleux. Au moins mouiller la chemise, c'est ça que demandent les gens. Ne pas faire ça. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Et même les inconnus ont bossé beaucoup. C'était une passion, mais voilà. On en parlait avec Jean Reno, qui est venu là, il y a quelques temps, et qui nous racontait justement que parfois il voyait des acteurs qui prenaient ça un peu à la légère et que lui ça l'énervait, quoi. C'est un métier qui est tellement incroyable qui demande beaucoup de travail en fait. Qui demande beaucoup de boulot. Et tout le monde bosse pas, apparemment. Ouais. Une fois je faisais un médecin, je connaissais mon texte par cœur pour faire un médecin. Donc tu as des mots compliqués. Et l'autre, il savait pas son texte. Bon, bref. Et le lendemain, il m'a dit, j'ai vu que tu avais fait le conservatoire, c'est pour ça que tu sais ton texte. Ah oui, d'accord. J'ai dit, mais non, toi aussi, tu peux apprendre ton texte. C'est la base, déjà. Et puis, travailler un peu en amont pour... Tu bosses toujours autant? Toujours. Même avec l'habitude et tout, c'est pas un métier où il y a... parce que j'ai l'habitude que je sais qu'il faut que je bosse. Ouais, pour que ce soit naturel. En amont. Pour que le texte soit... Et parfois, tu te surprends, parce qu'il y a des choses qui se maturent sans que tu le saches. Donc voilà. T'as failli faire la Comédie Française. Oui. Pourquoi ça s'est pas fait? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors c'était pas la bonne période parce qu'il y avait beaucoup de gens qui partaient, il y avait des problèmes, et donc je l'ai pas fait, mais c'était François Chaumette qui m'avait proposé. Il m'aimait beaucoup, donc j'étais allé je me souviens, à la Comédie Française. J'aurais peut-être eu une carrière différente, mais alors en plus, il faut bien dire une chose, c'est qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, comme Pierre Ninet. Maintenant, il est plus à la Comédie Française, mais ils permettent à Podalides, des gens comme ça, d'aller tourner ailleurs. À l'époque, t'avais pas le droit. Donc c'était vraiment un peu un sacerdoce, quand même. Il est marqué dans le générique de la Comédie Française. Après, toujours. le nom, c'était quelque chose de très prestigieux. C'est toujours quelque chose. Ah oui, et puis ces acteurs-là sont formidables. Il y a Guillaume de Tonquédec, non Ah non, Guillaume, non, je crois pas. Non, j'ai une bêtise. Attends. Il pourrait. Presque de la Comédie Française. Ah bah il pourrait, Guillaume. Guillaume, non, il on l'embrasse un peu, je sais qu'il regarde. Il est dans le classique, il pourrait être formidable, Guillaume, sans problème. Mais je crois pas, Non, on a fait une dégustation de vin avec Guillaume de Tonquédec quand il est venu. Ah, il a fait venir il est gourmet, non? Le sommelier du Peninsula, et il nous a fait goûter des vins, des vins très simples et des vins de mieux en mieux. Ouais. Et il a bu tous les verres. Ouais. De Tonquédec, tu vois ce que je veux dire. Il est super, je le connais pas très très bien, on a failli travailler ensemble. Il est très gentil. Mais non, puis il a un emploi rare, et il a un truc que j'aime bien, c'est qu'il peut faire très gentil, mais à l'écran, il peut faire aussi certainement un peu bizarre. Il a de jolis rôles à faire encore, lui. J'avais noté, après j'ai regardé un peu des interviews, tu sais que pour percer, au début, t'enchaînais les représentations dans des cafés-théâtres, que t'avais du mal à gagner ta vie au début, c'était super dur, c'était assez intéressant. Après le conservatoire, comme j'étais pas au français... C'était compliqué. Ouais. Et en 82, tu vas être papa pour la première fois de ton fils Olivier. T'as quel âge à ce moment-là? 23 ans. C'était un peu jeune. Ah, Puis je gagnais pas ma vie, quoi. Donc il a fallu que je fasse du café-théâtre. Et pour l'anecdote, je jouais à 20h, à 22h. À 20h avec un certain Légitimus et à 22h avec un certain Campan.
Ah là là. Voilà. Avant qu'on soit réunis au Théâtre de Bouvard. Où là, on a commencé à gagner sa vie, donc j'ai mis de côté pour que mon fils et la maman soient tranquilles. Moi, je m'en foutais de dormir dans une chambre de bonne, on va dire. Mais puis j'étais content, parce que mes parents commençaient à se faire un peu de soucis. Ah ouais, quand il te voit, moi, le fils monter à Paris. Enfin, à Paris, non, bosser ma en- mère, elle se souvient pas, parce que ma mère était vraiment, c'est la première fan. Hein, bon. Mais quand même, elle m'avait dit une fois, t'es sûr de ce métier? Elle se souvient pas. Moi, je me souviens qu'elle me l'a dit quand même, mais peut-être pas de manière rédhibitoire, mais elle se faisait souci. Ouais. Et tu parlais d'éducation, tu disais, j'ai pas toujours été un père exemplaire à l'époque, etc. T'as combien d'enfants aujourd'hui, toi? 3. 3. Et t'as eu une Officiel. différence? T'es- Ça doit faire moins rire en régie, là, non? Il y a ta femme qui a tapé dans le... Ma femme. Et t'as fait tu vois une différence d'éducation entre les 3? T'as été un père différent? Alors d'abord, c'est 2 filles, les 2 dernières. C'est pas pareil qu'un garçon, quand même, on a beau dire, mais... Est-ce que t'as été un père différent? Parce que... Non, je suis un père plus présent pour mes filles, ça c'est sûr. À l'époque, j'étais la tête dans le guidon, il fallait gagner ma vie, tout ça. Donc, mon fils, je le voyais peut-être pas autant que j'aurais voulu le voir et que je vois mes filles. Mais depuis, on se rattrape parce que c'est l'avantage d'être papa jeune, c'est que maintenant, il a 42 et ça fait un bout de temps maintenant qu'on partage des choses très fortes, quoi. Est-ce que t'as raté un truc dans l'éducation? Un peu marrant ou pas, d'ailleurs, mais... Tu sais, on demande Dans ça du souvent. temps, ça serait que du temps. Le reste... Le fait d'avoir manqué des... Ouais. Oui, du temps, peut-être, c'est ça. Je pense que... Après, c'est aussi délicat quand t'es enfant de quelqu'un de connu. Je peux comprendre, c'est pas facile. Et d'ailleurs, quand il travaille, le fils mon de- fils, il dit jamais que c'est... C'est vrai? Non, jamais. Je suis tout à fait d'accord. Ça peut changer le... Le regard des gens? Et pour avoir travaillé un peu au début dans le cinéma, sans mon aide d'ailleurs, il avait fait le making-of d'un film dont je ne citerai pas, mais il y avait un acteur qui le boudait un peu, machin, et puis quand il a appris que c'était... Oh, il était très sympathique. Ouais, c'est des avantages, du coup, dans le milieu. Oui, mais il veut pas. Tu sais, il est très... J'aime bien, c'est mon fils, il est comme ça, bon... Toi, t'as l'air assez à l'écart dans le bon sens du terme vis-à-vis de ce milieu. On dirait que t'as du recul. Je suis pas le seul. Pas à l'écart, mais Oui, oui. Oui, t'es pas le seul. Non, j'aime pas tout ce qui est... Non, ça va, j'aime pas. C'est pas ton truc, le showbiz. T'aimes ce métier, mais Ouais, tu non. fais attention, quoi. Ouais, et puis en plus, c'est pas dans mon ADN, pour prendre un mot à la mode, mais... Non, le côté... même les bonnes causes, les trucs, je préfère les faire dans les sketchs, et je préfère aussi le faire dans la vie, en fait. Plutôt que de dire, ouais, faites ceci, puis la vie, ah oui, c'est lui, maman, c'est bizarre, ça. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ça peut vite m'agacer, ça. Tu dis que t'as été victime de comportements déviants au début dans ce milieu et tout. Non, déviant, non. Non, ce qui est triste, peut-être des gens qui se sont perdus dans l'alcool, dans la drogue, oui. Et des gens proches, oui, ça c'est sûr. Parce que c'est un mélange de gens un peu tristes, hein, ce milieu, ce qu'on disait avant, de gens qui... C'est pas forcément une machine à être heureux. Oh, mais c'est comme partout, c'est dur, hein, la vie, c'est pas facile. Hein. C'est pour ça que j'ai adoré Titanic, parce que c'est un grand film. On est tous sur un Titanic, on est content au début, et on arrive tous à un iceberg, alors plus ou moins tôt. Mais... Donc c'est un peu ça. C'est une vraie métaphore, ça, c'est. Non, mais le film est comme ça, il est génial, le film. Pour moi, j'ai vu la métaphore. On est tous sur un Titanic, ouah. Mais tant mieux, et le parcours est beau. Et bon. Dans le café-théâtre, tu vas rencontrer, tu le disais avant, Pascal et Bernard. Vous allez faire un sketch au théâtre de Bouvard au début. Comment ça se passe, la formation du trio? Oh, naturellement, il y a eu les affinités électives, comme on dit, très très vite. Vous êtes 5 au départ? Alors, 5, non, puis après on se mélangeait. Il y avait 4. Mimi, Michel Bernier, Isabelle de Botton. Moi, j'avais ma petite équipe, bien sûr. Mais beaucoup, très très vite, il y avait donc Seymour, Bruxelles, Smaïn, avec qui je faisais beaucoup de sketchs aussi. Il y a une photo de vous 5, hein. Il y en a une photo de vous 5. Oui, parce qu'on a fait un groupe à un moment donné pour gagner notre vie, d'ailleurs, qui s'appelait Les 5. Ça met à Il y l'image. avait aussi Yvan Burger, qui est décédé, le pauvre, ici, là. Et je faisais beaucoup de sketchs avec lui, il était alsacien, quoi. Enfin, il connaissait bien l'Alsace, donc on faisait des sketchs avec l'accent. T'adores les accents, c'est marrant. Oui, oui, l'accent, c'est très très drôle. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui voulait supprimer les accents pour ne pas stigmatiser les gens. Alors là, si tu nous enlèves les accents, c'est vrai, c'est... Enlever le sel, parce que tu vas stigmatiser le poivre. Non, mais c'est vrai, à un moment donné. C'est très drôle, d'abord, parce que c'est très riche, et puis c'est très culturel, là, aussi. Et ouais. C'est vrai. Et tu disais que tu étais timide au début, que tu avais du mal, tu étais stressé au départ. Comment tu as surmonté ça?
pas surmonté. Hein. Non, je suis plus zen quand même là-dessus. Sauf au théâtre. Hein. Au cinéma aussi un peu d'ailleurs. Hein. Quand on démarre un film, on a beau avoir... Quand tu connais pas l'équipe. Ouais, puis même le rôle, t'as peur. Hein. Tant mieux d'ailleurs, il faut toujours un peu le trac. Hein. Ça, je pense. Tu l'as encore vraiment? Oh oui. C'est vrai? Ah, oui. Ah ouais. Mais pour plein de raisons. Hein. Parce que t'as le trac artistiquement, mais bon, là, tu te dis, allez, le personnage, je sens que ça va être bien. Mais quand je faisais la cage aux folles, j'avais le trac physique. Il fallait bien dormir, c'était un truc sportif, quoi. J'avais peur de pas être à la hauteur physiquement. D'ailleurs, une fois, ça m'est arrivé, j'avais oublié de manger mon riz 2 heures avant. J'ai dit, oh, c'est pas grave, ça va le passer. Ben, j'ai eu un petit coup de mou. Puis après, c'est dans la tête, tu sais. Et là, Clavier, il m'a dit, respire. C'était juste avant la scène de la biscotte. J'ai eu peur, puis après, ça revient. Tu sais, quand tu dis, bien, je peux dire bonjour, oui. Ah, c'est mal. Donc, tu vois, t'as ce trac-là aussi. Le trac de... L'autre fois, j'ai eu le trac, entre guillemets, d'avoir la voix, de pas être bien, de foutre en l'air une scène, bon. Ouais, on l'a encore quand même. Ah, je crois, ouais. Celui qui a pas le trac du tout, même je le plains d'ailleurs, parce que... Et au théâtre, il y a quelques années, 6 ans, j'ai fait une création, c'est-à-dire à la Générale, j'étais... Tous les acteurs liront, hein, c'est... Pourquoi je fais ce métier? Pourquoi? Puis après, quand ça se passe bien, on est heureux, mais... Le théâtre, c'est plus dur encore? Bah, c'est plus dur. Dans le sens où, quand tu commences, la cage aux folles, quand tu peux pas t'arrêter. JVG, tu peux pas dire, attendez, je reprends. Cinéma, t'as le droit de faire une prise, 2 prises, tout ça. C'est une autre forme de trac. Ouais, c'est quand même plus chaud, même quand t'es malade. C'est autre chose. Sur 1h30. Alors, le cinéma, ce qui est dangereux, ou la télé, c'est bien sûr, tu peux faire 2, 3, 4 prises, mais si tu vois le ou la metteur en scène qui te c'est bien. On en fait une, non, ça c'est le côté, on pourra pas aller plus loin. T'as ce trac-là. Le côté, je dois en refaire une, non, ça va, on a compris. Ça peut arriver. Enfin, dans ta tête, tu te dis, voilà, il faut que je sois bien, quand même. Dans 4-0, à un moment donné, il y a Gérard Lanvin qui te dit d'ailleurs à toi, il dit, il y a 2 sortes de mecs, il y a ceux qui disent oui, ceux qui disent non. Oui, c'est vrai. C'était comment dans la vie? Est-ce que tu as appris à dire non? Est-ce que tout à fait, mais toute ma carrière, ça a été non. Ah oui? Des grands moments, oui. Je peux le dire. Ça a été, quand au conservatoire, il y avait un prof qui était très connu, qui dirigeait la Comédie Française, et j'ai fait des spectacles avec lui que je ne regrette pas. Mais je souffrais parce qu'il me faisait parfois travailler à l'intonation, j'étais pas heureux. Et un jour, il me propose Néron dans Britannicus, et j'ai dit non. Mais je peux te dire, c'est un non pas évident. Et quand j'ai dit ça à mes parents, mais t'es fou, non, je peux pas. Après, Théâtre de Beauvoir, il a fallu leur dire non. Après 2 ans d'émission. Ouais, avec Philippe Beauvoir, vous quittez 2 ans d'émission à succès. Vous n'avez pas peur de vous retrouver avec 0 francs par mois, avec le geste comme ça. Et j'étais mal parce que j'étais jeune papa. Mais je savais qu'il fallait dire non. Il vous a fait chier après? Il vous embêtait? Non, oui, un petit peu, mais bon. Sur une affiche, juste parce qu'il Oui, c'est ça, parce qu'il regrettait qu'on soit parti, mais c'était pas contre lui, c'est parce qu'il fallait qu'on grandisse, quoi, on n'avait pas resté. Ce fameux non. C'est un nom un peu... Même après les 3 frères, on nous avait proposé une pub très 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 bien payée, et aussi après une mensuelle sur TF1 très 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 bien payée, et on n'a pas mis trop de temps avec les inconnus en disant non. Ça n'a pas été facile. C'est choix difficile. On peut pas dire facile à faire après, à dire. Mais non, parce qu'en santé, aujourd'hui, on a eu raison. Très important le nom. Une pub de quoi, sans dire la marque, on s'en fout, mais pourquoi vous n'avez pas fait une pub? Parce qu'une pub, c'est pas forcément mauvais. Non, parce qu'après les 3 frères, et puis même les inconnus, on était quand même des artistes, un peu, qui représentent une certaine façon de voir liberté, la vie, j'arrive pas à trouver le mot, mais impertinent, faire tout de suite une pub. D'ailleurs, il y a certains acteurs, j'étais déçu de les voir faire une pub. L'idée de payer les impôts, non, tu sais très bien que quand on te donne tant, tu sais qu'il faut mettre ça pour les impôts, donc c'est un peu... On va avoir une certaine droiture, on va dire, quand même. T'as 36, 37, 38 ans après, vous faites des spectacles, ça marche très fort. Et vous avez Paul Lederman, qui est votre agent à l'époque. Et je savais pas que c'était ça qui avait arrêté les inconnus. Enfin, ça qui vous avez fait stopper, qui vous avez empêché de jouer. Oui, enfin, arrêter, oui, ça nous a mis quand même des bâtons dans les roues. Même Les Rois Mages, on l'a écrit, on ne savait pas si on allait pouvoir le tourner. Parce que il faisait chier Claude Berry. Et d'ailleurs, il est décédé il y a pas longtemps, Paul Lederman. Et ça m'a fait, bien sûr, quelque chose. Hein. Mais je ne comprends toujours pas ce personnage, parce que tout ce qu'il a fait contre nous, c'était contre lui aussi. Donc il avait un côté de torturé aussi. Parce que si encore on dit oui, l'argent, non, c'est même pas l'argent, parce qu'il aurait été sympa avec nous, il aurait encore gagné plus d'argent, et il aurait pu, non, il avait ce côté un peu... Vous savez, c'est lui qui m'avait raconté la première fois l'histoire du scorpion et du lapin, vous savez, qui traverse la rivière.
Le scorpion qui dit je sais pas nager, est-ce que tu peux m'aider, je me mets sur ton dos, et l'autre dit non, tu vas me piquer. Bah, il va pas te piquer, on va se noyer. Alors l'autre il accepte, et au milieu de la rivière, le scorpion le pique. Et l'autre il dit mais pourquoi? C'est ma nature. C'est terrible, hein, mais c'est un peu ça, ce côté un peu suicidaire. C'est pour ça qu'il a eu, tous ces artistes sont partis, Coluche, Claude François était parti bien avant, Paul Naref aussi. Et Bernard Campan lui avait dit un truc sympa parce que il avait dit mais moi tous mes artistes reviennent. Et Bernard lui avait dit ça veut dire qu'ils sont tous partis. Et moi j'avais sorti aussi un truc, mais ça c'est bien Lederman, c'était le premier à rigoler autour d'une table, ça pouvait être méprisant. Il dit mais eux je les ai tirés du ruisseau. Et j'ai dit oui parce que tu cherchais de l'or. Et le premier à rigoler c'est lui. Donc c'est un personnage très étrange. T'imites bien les gens, c'est marrant, c'était tout de suite le... Ah bah Lederman, oui, je l'imite bien parce que je l'ai vécu, puis j'ai aimé cet homme aussi. C'est pour ça que je dis souvent que je l'aime autant que je le déteste. C'est un peu ça, parce que pourquoi Ouais, il n'y a pas besoin, ça marchait. Pourquoi ce côté destructeur? Alors peut-être je connais pas sa vie. Parce qu'il vous a demandé, quand vous êtes séparés, d'arrêter, vous ne pouviez plus jouer à 3. Oui, il nous a fait chier, oui, vraiment. Oui. Même sur le pari, il nous a fait un procès terrible. Parce qu'il disait j'avais le droit d'être dedans, et donc il y avait un clin d'œil légitimus qu'on a coupé pour bien que les juges comprennent qu'on était 2 et pas 3, et on a gagné le procès parce que on avait dit à notre avocate de prendre l'exemple des Beatles. Les Beatles, s'il y a que McCartney et machin, c'est pas des Beatles, il faut John Lennon. Et ça, le juge l'avait compris, donc. Mais quand même, en première instance, il avait botté en touche. Le juge, on était mal financièrement. Et Claude Berry, il était super pour ça. Il nous avait dit vous en faites pas, je suis là pour vous aider au cas où. Enfin, quand même, quoi. Il vous empêche de jouer à 3, c'est pour ça que dans le pari, vous êtes que à 2? Non, parce que le pari, vraiment, c'était un film pour Bernard et moi. Pascal avait fait un clin d'œil, mais qu'on l'a coupé à cause de ces problèmes-là, au cas où le juge pensait qu'on... Il y a une image de lui en caméra. Ouais, il y avait un petit truc marrant dans le film où on le voit passer. On était au bar et on le regardait, on le connaît, lui. Bon, puis après, c'était vraiment un clin d'œil. Pour montrer aux gens qu'on était très unis et qu'on allait faire des films à 3. Oui, qu'il n'y avait pas de friction. Qu'on a fait, d'ailleurs, avec les rois mages, très peu de temps après, d'ailleurs. Mais là, c'était sur la cigarette, et Bernard et moi, on a arrêté ensemble il y a 30 ans. T'étais un vrai fumeur? Moins que Bernard, je crois. Moi, j'aimais bien changer de paquet, mais j'aime bien le tabac, mais bon, c'est tabou. Hein. Mais on en est venu à bout. En 90, ça marche vraiment fort, il y a des sketchs qui passent à la télé, partout. Est-ce que quand tu as des années, c'est intéressant à comprendre aussi, quand tu commences à bien gagner ta vie, est-ce que tu te fais des plaisirs pour justement, tu vois, après toutes ces années de galère, est-ce que tu te payes un truc dont tu rêvais? C'est important de faire rêver aussi ceux qui ont envie de... Non, alors, après, galère, c'est quand même d'être jeune... Bon, c'est mon fils qui m'a fait peur, voilà, parce que j'étais responsable, mais sinon, nous, on dormait dans des hôtels de merde, on s'en foutait, parce qu'il y en a des souvenirs quand t'as 26 ans, 27 ans, t'en fous. On était très heureux, quand même. Hein. Après, quand j'ai commencé à gagner ma vie, j'étais content de m'acheter une voiture. Une vieille Honda, dans le garage des amis à Coluche, d'ailleurs, je me souviens. Et ça, c'est grâce à Lederman, parce qu'ils la connaissaient. Ça, j'étais content, parce que, ouais, à Paris, à l'époque, la voiture était nécessaire, aujourd'hui moins, mais... donc j'étais content, et après je me suis acheté une petite maison de campagne dans le Soissonnais, que je garde toujours, qui est une maison de famille puisque ma sœur tout ça y allait, donc j'étais content aussi. Mais c'est pas, faut se méfier des biens matériels, hein, c'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Ouais. Pour moi, le plus important, c'était quand on a failli ne plus travailler, tout ça, là, ça c'était contrariant, ça. Parce que là, tu te dis merde, c'est pas possible. Ça. Et la notoriété, ça vous change? Est-ce que ça arrive? Oui. Plein d'invités nous disent parfois que tu te rends pas trop compte et voilà, tout le monde te dit que t'es génial. Ouais, mais enfin bon, comme je disais à Cannes, une fois on me disait ça fait quoi d'aller à Cannes, ça joue à Cannes surtout. Tu t'appelles Didier Bourdon ou Émile Louis, c'est pareil. Hein, oh, il est passé à la télé. Bon, il y a un peu de ça, hein, parfois. Hein, le fait de passer à la télé. Aujourd'hui, quand même, depuis quelques années, on sent qu'il y a des gens qui t'aiment pour... Ah ouais, encore tout à l'heure, quelqu'un dira bravo pour tout ce que vous avez fait. Bon, j'espère en faire encore d'autres. Mais tu sens qu'au moins, voilà, on a fait quelque chose, on a laissé quelque chose. Je pense que tous les artistes sont contents de faire ça. En 95, vous faites Les Trois Frères, 7 millions d'entrées, César de la meilleure première œuvre. Tu sais, vous avez co-réalisé ce film. Tu t'attendais à prendre un César direct ou tu Non, pas du tout. Non. Surtout les comédies, c'était pas du tout bien vu, comme d'habitude. C'était sympa. C'est moins parisien, les comédies. Oui, ouais. C'est le milieu, un peu, la carte. Oui, puis c'est normal normal aussi, parce que déjà, nous, on a les 7 millions d'entrées, encore plus, d'ailleurs. Mais il faut bien...
laisser ça à des films plus risqués, des trucs. Après, il y a du snobisme, bien évidemment, mais bon. Je peux pas en vouloir aux snobs parce qu'ils nous ont permis de faire tellement de bons sketchs que ce serait juste ingrat. En 2003, c'est sur le tournage de 7 ans de mariage, tu vas rencontrer Marie-Sandra Banini-Durand, qui va devenir ta femme par la suite. Rencontre au boulot, finalement, comme tout le monde. 80% des couples en France, je crois, sont faits sur les lieux du... Oui, mais alors, c'est pas vraiment ça, parce qu'elle n'est pas vraiment comédienne, c'est parce qu'on cherchait vraiment un truc un peu spécifique. Et pour l'anecdote, je crois que c'est le seul jour où mes parents sont passés sur ce film-là. Et donc, mon père a dû croiser Marie. Et il est mort 1 an après. Et ça me touche, parce que je suis sûr que c'est ce jour-là qu'ils sont passés. Et on ne savait pas du tout que... Donc, voilà. Ah, il l'a rencontré... Il l'a vu. Enfin, il l'a vu, quoi. Ah, après, j'étais certainement... Parce que vous étiez pas encore devais la ensemble. trouver pas mal, mais bon, j'étais pas... J'ai tourné un film, donc... parce que ça s'est fait... on n'est pas là pour parler de ça, mais ça s'est fait pas tout de suite, quoi. C'est-à-dire? Bah, c'était... Bah, en plus, mon père était malade après, donc ça a été une période Ah oui, d'accord. un peu étrange, mais ça s'est fait après. Vous n'êtes pas mis en couple tout de suite, quoi. Non, c'est ça, ça a été un peu... Mais il faut croire qu'il y avait quelque chose qui paraît que la maquilleuse et l'habilleuse avaient senti un truc. Non, ils seraient bien ensemble. Vous êtes mariés l'année dernière, c'est ça? Oui, mais ça fait 20 ans qu'on se connaît. Incroyable. Putain. Et vous avez eu 2 enfants? Ouais. C'est ça, ensemble? Officiellement. Toi, tu le mec qui rencontre. Il est toujours peur de... Elle est derrière toi et vérifie tout, c'est marrant, elle est très attentionnée. Hein. Bah, regarde tout, bah, elle me laisse tranquille. dans le bon sens du terme, je veux Oui, dire. oui. Tu vois, c'est Non, beau non, à mais voir. elle a l'œil, elle a un œil incroyable. Et sur les films, elle est avec toi? Elle vient avec toi? Bah, c'est mon regard, parce que j'aime pas regarder les films dans lesquels je joue, quand je suis pas réalisateur, parce que là, je suis réalisateur, je vois les rushs, tout ça. Donc, c'est un premier regard. Elle, mon assistante, aussi, avec qui je travaille depuis aussi plus de 20 ans. Donc, j'aime bien, parce que je leur fais confiance. Et parce que j'aime pas, parce que je suis pas, comme beaucoup de gens, on n'est pas objectif. On dit, ah, il a pris cette scène, oh, je joue mal. Ah bon, tu crois? Ah bon, tu trouves? Ah bon. Et puis après, quand je vois plusieurs années après, je dis, ah, c'était pas mal quand même. Donc voilà. C'est rare 20 ans en couple dans ce milieu. On voit bien. Mais oui, mais j'étais pas tout jeune hein, quand même. Ouais, mais Ça compte quand même, d'avoir déjà un peu baroudé, si tu veux. qu'est-ce qu'on fait moins au bout de 20 ans tu sais, on fait... Oh, la question. Non, mais je te parle... non, mais en plus, c'est même... Non, mais est-ce qu'on fait moins attention parfois? Est-ce qu'il faut continuer, tu vois, Ben, ça dépend des couples, mais bon, pour l'instant, je suis très heureux, parce que c'est un peu un don, hein. C'est vrai que ça se travaille, un couple, mais l'amour pourrait partir comme ça, ben là, non. Je vais pas me plaindre. C'est vrai, c'est dur. Ben oui, non, mais oui, c'est ça. Après, il y a peut-être le bon moment aussi, ça, c'est certain. Quand j'étais jeune, j'ai rencontré aussi des personnes mais j'étais peut-être pas le bon moment. Peut-être pas les Peut-être parce que planètes. j'avais été aussi un peu traumatisé. Hein. Vous l'avez compris tout à l'heure, quand j'ai eu mon fils, c'était un peu tôt, quoi. Alors, je regrette pas mon fils du tout, mais j'ai une période, j'ai dit, oula, il faut que je bosse parce que ça, je supporte. J'aurais pas supporté que de laisser des gens dans la merde, quoi. Et tu sais, ton papa, par 1 an après la rencontre Oui. de ta femme, il t'a connu comédien. Ah oui. Du coup, en 2000. Ah oui, en oui, 2004, ça, oui. C'était important de. Ah oui, oui. Tu sois Puis il fier était qu'il te voit. très fier. Ouais. Il était même un peu comique parce que au début, il s'est arrêté de dire, tiens, t'as vu, il disait à ma mère, là, ils ont reconnu. J'ai dit, papa, ça arrive. Ça arrive souvent. Et puis, ils m'ont suivi beaucoup. Ils étaient là au théâtre tout le temps. Mon père, qui était un petit peu sévère dans l'éducation, j'en parle d'autant plus aisément aujourd'hui parce que je fais un film de Vincienne Milro, très joli scénario qui se situe sur deux périodes, des années 50 et aujourd'hui. Et dans les années 50, je fais un personnage et je m'inspire beaucoup de mon père. Du côté un petit peu sérieux, un peu machin. Et parfois, quand j'engueule mes filles, entre guillemets, je retrouve un peu mon père. Ça fait des devoirs, putain, c'est pas crédible. Voilà, donc, Il disait qu'il était fier de toi et toi, c'était. Ah oui. Ah oui. Et ma mère, grosse fan. Enfin, c'est marrant. Il y a 25 ans d'écart entre tes enfants. Oui, mon fils pourrait être presque le père de mes... Non, peut-être pas. Quoi. Oui. Je dis jeune. Oui, mais jeune papa aussi. Et tu sais, il n'y a pas eu trop de différence dans l'éducation à part être plus présent. C'est un sujet qui intéresse vraiment à chaque fois. On voit bien que les moments où on parle d'enfants et d'éducation sont très regardés. Oui, bien sûr. Toi, t'as transmis les mêmes valeurs à tes enfants?
Ah, je pense, oui. Après, sur l'éducation, je me garderais bien de donner des leçons, parce que c'est très... Pour ça, peut-être qu'on a fait les trois frères. On est très, très sensible à ça, certainement, que ce soit Pascal, Bernard et moi, sur l'éducation. Bernard, ses parents ne sont plus de ce monde, mais ils étaient un peu stricts aussi. Puis il a fait du rock, il a fait du... Pascal, il était plus enfant de la balle. Mais je pense qu'il avait le... Pascal, c'est autre chose. Peut-être il avait Darling Légitimus, il y avait son père qui était des artistes reconnus. Peut-être un peu, il flippait un peu de... Voilà, il fallait qu'il soit à la hauteur aussi. Donc le côté famille est très, très important, et l'éducation aussi. Et Bernard a adopté aussi, donc il est très sensible à ça. Mais pas de donner de leçons, parce que moi, je vois, j'ai 2 filles, là, 4 ans de différence, même éducation, on va dire, hein, mais pas le même caractère. Il y a des points communs, mais c'est incroyable. Ça sera pas les mêmes, alors que c'est Ah non. Et mon frère, on se ressemble un peu physiquement, mais mon frère, on a des points communs. Hein, mais lui, c'était normal sup, polar. Et moi, j'aimais bien être brillant à l'école, parce qu'en plus, mon père me disait, si t'as ton bac brillamment, tu feras du théâtre, mais j'aimais bien. Mais j'étais déjà artiste, un peu foufou, un peu... Avec mon frère, je dis, ça suffit Didier. Et puis, plus il me disait ça, plus je faisais le con, bien évidemment. Donc voilà, et ma sœur encore différente. Donc c'est ça qui est extraordinaire, d'ailleurs. Après, la base, c'est d'être là, quoi. Un minimum. Je sais pas si tu es papa, toi. Si, 3 ans et demi, petit garçon. Ouais, bah tu vois, c'est génial. Après, la maman est importante, hein, parce que là, pour les filles, je suis désolé, hein, mais je suis peut-être un peu boomer. Mais on dit, ouais, les hommes, les femmes, c'est pareil. Non, c'est ça qui est beau, d'ailleurs. C'est-à-dire sur la présence. Les engueulades de filles, je ne comprends rien. D'abord, ça s'engueule pas vraiment. Et moi, tu essaies de comprendre, t'as l'autre de 4 ans. Non, ne rentre pas là-dedans, papa. Bon, d'accord. Ils ont quel âge aujourd'hui? Bientôt 18 et 14. Ah, d'accord. Donc c'est... Ah oui, il y a des vraies engueulades parfois. Ouais, des trucs. Ça, dans toutes les familles, ça se rigole. Donc, voilà. C'est vrai qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, là, depuis des années, de plus en plus... Toi, t'es dessus un peu, tu regardes ce qu'on dit de toi, les commentaires, quand tu fais l'émission, tout ça, non? Ça, je veux pas. En revanche, c'est vrai qu'à l'époque des Inconnus, souvent, je me fais la réflexion, on savait pas qu'on avait déjà beaucoup de succès. Parce qu'il y a plein de gens qui nous disent, ouais, le lendemain de l'émission, on répétait tous les sketchs et tout. Et c'était peut-être plutôt un bien, parce que Lederman, je vais te réimiter. Ancien producteur, ouais. Quand on lui disait, alors ça a marché. C'est bien, faut voir. On verra. Donc on était dans une sorte de nomadisme, mais tant mieux, parce que on aurait su qu'on cartonnait déjà. Je pense que ça nous aurait abîmé en disant, putain, pour que ce soit bien la suite. Voilà, je préférais être que ça, à la rigueur. Est-ce que vous aviez des haters à l'époque des Inconnus, des gens qui vous aimaient pas ou pas? Quand tu faisais des sketchs un peu polémiques? Bien évidemment, tu veux que... À l'époque, il n'y avait pas ça, mais on recevait un courrier... Tu recevais du courrier C'est vrai? De pas content? Après Jésus 2, après le sketch sur les sectes? même sur les chasseurs, peut-être, il y avait des mecs... les sectes. Pour qui vous prenez-vous? Ah oui, on lisait pas, parce qu'il y avait des... C'était l'époque du courrier. C'était les haters de l'époque. Mais à l'époque, il fallait quand même prendre la plume et écrire. Alors qu'aujourd'hui, en un clic... Fallait être motivé pour... Tiens, je t'aime pas, c'est qui déjà? Ah oui, c'est eux, oui, je t'aime pas. Ah oui, oh non, je les aime bien, mais je t'aime pas quand même. C'est bon, ça existait. On a reçu il n'y a pas longtemps dans un droit de réponse, là, il y a 3 semaines, Dieudonné, qui voulait réagir à Elie Semoun, qui était passé dans l'émission, il est venu aussi. Et tu disais que dans une émission que t'aimais bien son écriture à l'époque. Ah oui, il était très doué. Oui. Et tout le milieu, Alexandre Astier nous disait. Ah tout le monde reconnaît, même d'ailleurs dans le film d'Astérix de Chabat, il était formidable. Après, bon, il a pris son parcours. Tu fais plus attention à ce que tu dis maintenant, qu'il y a des réseaux sociaux, comme tu disais pour le Covid, ou... Dans les émissions, un petit peu, ouais. Sur des blagues, c'est sexiste, bon. Vous savez, le mal est dans l'œil de celui qui regarde, ça c'est aussi Lederman qui me l'avait appris. C'est pas mal. C'est tellement vrai. Moi, je préfère un mec qui fasse une blague lourde, comme ça peut arriver, mais qui a un bon cœur, que celui qui fait très attention, qui va être toujours très poli. Il y a les internautes qui lisent la fable de La Fontaine sur le souriceau, le coq et le chat. Elle est formidable, cette femme. C'est le petit souriceau qui se balade et qui voit un truc. C'est le coq, il fait peur, il se cache. Et puis d'un seul coup, il voit un autre. Très gentil, il vient. Il veut aller vers lui, puis le coq arrive, puis il rentre chez lui. Il raconte ça à sa maman, je pense. Et la maman disait dans la vie, méfie-toi plus de celui qui sourit comme ça que du coq. C'est un peu ce que j'ai dit, c'est vrai. Pas mal, ça. Ouais, oui. Je préfère un mec peut-être maladroit, mais voilà, que tous ces faux culs. Non, de la rose. Parce que maintenant, c'est vrai que dès que... Il
y a beaucoup de politique un peu partout, finalement. Et dès que tu fais un sketch, aujourd'hui, ça serait, tiens, c'est trop à gauche, tiens, c'est trop à droite. C'est très compliqué. Nous, dès qu'on reçoit un invité... Je pense qu'ils auraient du mal à dire, parce que on est en même temps. Pour finir l'interview, tu disais un truc intéressant. Tu parlais de ta foi et tu disais je prie souvent, etc. Ça t'a aidé dans ta carrière de croire? Ah oui. Ah oui. Parce que c'est des carrières tellement dans. Mais je pense que... Ah non, mais ça n'a rien à voir avec la carrière, ça. Non, il y a un truc... ouais, mais je crois qu'il y a beaucoup d'acteurs comme ça. Je pense que tous les acteurs sont comme ça, je pense. Et En théâtre, il y a le mot Dieu, hein. C'est Théos. Bah oui, je pense. Tu disais que tu croyais au diable. Ah oui. Tu le vois dans des trucs. Enfin, non, je le vois pas. Tu fais attention. C'est quand je dis je crois, c'est. Non, bien sûr. Non, je crois qu'il y a une phrase très connue. La force du diable, ou la perversité, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Oui. De toute façon, il vaut mieux y croire. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? On va reparler du film pour finir. Le diable, quoi. C'est tout. Pour la suite. Ouais, de faire des rôles un peu plus, mais ça commence à venir. Un peu plus de mafieux, des trucs durs, ça va bien. Ouais, ça me plairait bien. J'ai déjà fait un peu des rôles très durs à la télé. Hein, parce qu'à la télé, ils ont pris des risques. Avec Duringer, j'ai fait vraiment un truc qui s'appelait La mort dans l'âme, qui a très très bien marché d'ailleurs. Duringer est un très très grand réalisateur, où je tue mon fils et tout, c'est des scènes violentes, mais c'était bien aussi. Oui, ça commence à être violent. Ou 15 jours ailleurs, où je fais un mec à un burn-out. C'est autre chose, mais en même temps, tragédie, comédie, c'est pareil. Faut rentrer dans le personnage, faut travailler. Il y a des trucs, faut émouvoir, mais le rire est une émotion. Hein. C'est intéressant, on le demande à tous les invités. Quel est ton plus gros regret de carrière? Est-ce que c'est refuser un film qui a marché? Un truc où t'as regretté d'avoir fait sans dire le nom, on s'en fout, mais... Non, si, je peux dire le nom. Non, j'aimerais bien... Non, des rôles que j'aurais voulu faire, c'est Dracula. Ou un révolutionnaire de la Révolution française, ça j'aurais dit. Ah ouais? Le citoyen, la parole, et ça j'aurais bien lu. Parce que j'aime bien cette période, enfin j'aime bien. Je suis assez attiré par cette période qui est quand même incroyable, en 4 ans, tout ce qui se passe. Et Dracula, parce que j'adore les vampires. D'ailleurs, j'ai écrit plein de chansons sur les vampires, notamment la musique des vampires des Inconnus. C'est une musique d'une de mes chansons. J'aime bien le côté vampire. Et sinon, il y avait un film, je sais pas si on regarde l'émission, c'est Anne Fontaine, qui m'avait proposé à l'époque Nettoyage à sec, et j'ai pas pu le faire à cause des Trois Frères 1. Et quand on réalise, qu'on écrit, voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais pu le faire, parce qu'aujourd'hui, avec le montage un peu plus rapide, on se serait peut-être débrouillé avec Bernard pour que je puisse le faire. Mais ça aurait peut-être changé un peu ma carrière, parce que comme c'était un film très hype, machin, vous savez, les gens, tant qu'on leur montre pas, ah, mais c'est vrai qu'il sait jouer ça, ils font, voilà, ils savent pas, hein, donc, c'est vrai, mais c'est tellement ça. C'est vrai. En fait, c'est soit t'es en comédie, soit c'est vrai que c'est difficile de changer. Oui, après, de moins en moins, j'ai l'impression, mais... Sauf des gens qui voient le truc, un peu comme peut-être Berry avec Auteuil, il l'a vu. Mais bon, ils sont là, ils ont peur. Et là encore, les Derman, vous voyez, comme quoi, ils disaient, mais les gens, ils comprennent rien. Et bon, il l'a connu avec Coluche, hein, tout le monde. Puis après, Coluche est devenu... Il y en avait plein qui n'aimaient pas Coluche. Ah oui, puis c'était même les Inconnus. Et puis après... Voilà, bon. C'est souvent après que les choses prennent de la valeur, c'est marrant. Ah oui, de toute façon, la meilleure critique, c'est pour ça que je lis pas les réseaux sociaux, c'est le temps. C'est le temps. Pour tout, hein. Quand t'as un truc, 30 ans après, tu le regardes, tu dis, putain, ça va pas vieillir, c'est que c'est pas mal, quand même. Les Visiteurs, ils se sont fait, même à l'époque, le Grand Bleu, ils se sont fait, ces gens voilà. qui nous racontaient ça, ils s'étaient fait déchirer à Cannes. Bien sûr. Finalement, aujourd'hui, tout le monde dit le Grand Bleu, c'est incroyable. Bah oui, c'est peut-être bon signe, mais il y avait le contraire aussi. Hein. Il y a des gens aussi qui ont dit, c'est formidable, puis tu leur dis, as-tu trouvé ça formidable? On va le revoir ensemble. Oh, c'est les phénomènes de l'estobe. Après, tu peux aussi te tromper, hein, être dans un truc... Moi, je me souviens de Barry Lyndon, la première fois que je l'avais vu, bon, j'étais trop jeune, puis après, maintenant, je trouve que c'est magnifique. Je disais pas que c'était nul, mais c'était moins mon truc de l'époque. Peut-être c'était un peu plus adulte que... J'adorais Shining, parce que comme j'aimais bien déjà les... Voilà, bon. Mais il y a des gens qui sont dans des postures, on le sait, parce que j'ai fait plein de sketchs là-dessus, sur les metteurs en scène, un télo, sur... Oui, qui se regardent. Qui se regardent, ouais, et qui regardaient aussi un peu trop les... Aujourd'hui, ça ressort, tout ça.
T'es dans 4-0 et au cinéma, si vous voulez le voir, je vous mets le lien cliquable en dessous de la vidéo si vous voulez voir la bande-annonce directement. Pareil, si vous êtes en podcast audio, vous pouvez aller cliquer dans la description pour le voir. Il y a plein de... Je vais juste rappeler ce qu'il y a dans le film, mais c'est assez marrant, parce qu'il y a étonnamment beaucoup d'acteurs qui ne sont pas acteurs dans le film. Il y a des professionnels du foot, de la chanson, il y a Scheim, par exemple. Il y a Pogba. Pogba, Caris. Caris, je le connaissais un peu. Sneezy, même, qui est avec... Sneezy, je crois que je tourne pas avec lui, je crois. Non, exactement. Mais ouais. il est toujours souvent derrière Caris. Est-ce que tout le monde peut être acteur? Je me dis que je te poserais la question. Non, tout le monde peut pas être acteur. Après, il y a des gens qui sont pas acteurs, mais qui peuvent être formidables dans un rôle. Bien sûr. Il y a aussi des gens qui peuvent faire... Je sais pas si on peut dire que, par exemple, je sais pas ce qu'il dirait Dutronc. Je pense pas que ce soit un acteur qui va faire plein de rôles, mais par contre, dans ce qu'il a fait, il a été formidable. C'est des grandes présences, c'est des grandes... Il y en a qui t'impressionnent parfois. Toi qui as de l'expérience, tu te retrouves face à des mecs qui sont pas comédiens et qui finalement jouent juste. Ah, Pogba, j'ai adoré. Paul Pogba, qui est un film 4-0. C'est un mec formidable. Et je me doutais, hein. Et quand je l'ai vu, d'abord, il est vraiment... En plus, il avait des problèmes, ça, mais... C'est un mec formidable. Quand j'ai pris la photo, ma fille était Pogba. Super. Et quand il joue, mais tu comprends pourquoi c'est un immense joueur. C'est un mec très intelligent. Il y a un mec à la grâce, quoi. Ils ont la grâce, ces mecs-là. Tu joues un personnage qui est marié à Isabelle Nanty, qui possède un restaurant, qui essaie de trouver d'autres business, etc. D'origine portugaise. D'origine portugaise. Qui ont des problèmes d'argent. Est-ce que ta vie, ton parcours, en général, ça t'aide à jouer dans certains rôles? Ça peut aider, oui. Moi, je viens d'un milieu qui a côtoyé tout, hein, c'est sûr. Aujourd'hui, dans le cinéma, il y a beaucoup de gens qui viennent d'un milieu qui n'ont pas côtoyé tout. Mais bon. mais je pense que c'est bien d'avoir... on n'était pas dans la misère du tout, ma famille, mais disons qu'il y avait de tout. Il y avait un oncle cheminot, il y avait... Papa travaillait à l'EDF, il a gravé les échelons. Il y avait des... Ouais, c'est... J'ai toujours aimé ça, j'aime toujours ça, me mélanger aux gens. J'ai pas du tout... Je plains les gens qui vivent dans une tour d'ivoire. Bon, parfois, les gens viennent me parler, mais faut éviter les gens un peu bourrés, mais sinon, les gens sont très respectueux. Non, c'est vrai. Si les gens bourrés, faut se méfier. Pour finir, dans le film, c'est l'histoire de... En gros, vous allez essayer de signer un joueur de foot avec ton fils, qui est dans le film. Qui est très bien, d'ailleurs, c'est Paul. Qui est Paul, qui est très drôle. Et en même temps, il y a Caris, qui va être un méchant agent de joueur, qui va essayer de le signer. Vous allez vous faire la guerre. C'est difficile, pareil, à expliquer sans trop spoiler, sans trop dire à la fin, mais... Oui, mais de toute façon, il y a c'est tellement goûté dans les scènes. Moi, je suis pas trop, d'ailleurs, en première ligne là-dessus, mais je me fais un peu comme mes parents se faisaient du souci pour moi, mais voilà, il est dans le football. D'ailleurs, je lui sors à demander la phrase... Dans ce métier, dans ce business, il y a beaucoup, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et ce qui est vrai. Et je me fais du souci pour lui. Et après, on apprend, on ne va pas spoiler en effet, que moi j'ai été aussi très blessé dans ma jeunesse, que je voulais être footballeur, tout ça. Et tu as eu un problème de santé qui t'a empêché de... Mais ça, je ne l'ai pas dit à mon fils. Donc c'est joli. Et ça, il est fort là-dessus, Fabien, pour créer des personnages comme ça, un peu, on se dit, bon, le mec pas très intéressant. Mi-dur et puis humain. Voilà. Et il a aucune confiance en son fils, j'ai noté, puis c'est vrai qu'après... Si, il a un peu, mais il voudrait pas qu'il prenne la suite du restaurant, à la rigueur. Ça arrive souvent dans les familles. Il a aucune confiance en lui dans le foot, il se dit, tiens, ça sera... Le foot, c'est dur, il sait très bien que c'est dur. En plus, comme il le voit un peu naïf et tout, il va se faire manger, quoi. Et il fait tout pour que tu sois fier de lui, t'as du mal à le lui dire, fier de lui. Est-ce que c'est un truc que tu fais dans la vie? Dire à tes enfants que t'es fier de machin, est-ce que t'arrives à... Ou c'est quelque chose un entre-deux. Oui, un entre-deux. Faut pas trop leur dire. Merci beaucoup d'être venu. C'était un plaisir de parler un peu avec toi. Merci. De venir jusqu'à nous entre... Non, mais c'était très bien. Et puis ça me fait plaisir de voir des jeunes comme ça travailler, parce que c'est beau. Il y a une bonne ambiance, ça bosse bien, les questions sont intelligentes. Voilà. Merci beaucoup. Et bonne suite. Merci à toute l'équipe. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission. On se retrouve tous les mercredis, vendredis et dimanches sur la chaîne. Vous pouvez vous abonner sur YouTube pour nous retrouver. Merci. Vous êtes 150 000 à nous retrouver en moyenne chaque mois de plus à vous abonner. Donc merci de nous donner beaucoup de force comme ça. Et merci de nous suivre aussi sur les podcasts audio, Spotify, Deezer, Google Podcast et Apple Podcast. Et de faire de Légende le premier podcast de France. Voilà, c'est incroyable. Merci encore à vous tous et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.